Dans les terres brûlantes de l'Arizona, là où le désert décide qui vit et qui meurt, un cow-boy solitaire va changer le destin de tout un peuple. Ce jour-là, Raider Montgomery pensait simplement traverser les dunes jusqu'à ce que son cheval s'arrête net. Pas un bruit, pas un souffle. Juste ce silence étrange, celui qui annonce que quelque chose de terrible vient de se produire. Et au loin, une colonne de survivants. 40 âmes brisées. Des enfants déshydratés, des anciens à bout de force, un peuple au bord de l'extinction. Ce que Raider va découvrir ensuite. Ce que ce chef Apache appelé Grand Ours va lui demander. Et ce que cache la mystérieuse caravane étrangère qui approche du désert. Tout cela va transformer une simple dette d'honneur en l'une des aventures les plus intenses, les plus humaines et les plus dangereuses de sa vie. Index revers pointant vers la droite blanc si vous aimez les histoires de survie, d'honneur, de tradition et de rencontres qui changent le destin, restez bien jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre risque de vous surprendre. Raider Montgomery tira brusquement sur les rênes lorsque son cheval s'arrêta net, refusant d'avancer. L'animal, nerveux, hennit et orienta ses oreilles vers l'avant, percevant quelque chose que le cow-boy ne voyait pas encore. Après 3 ans passés à parcourir ces terres, Raider avait appris une leçon essentielle. Lorsqu'un cheval s'effraie dans le désert, ce n'est jamais sans raison. Cela pouvait être un serpent à sonnette, des bandits, ou pire. Il descendit lentement de sa monture et la calma d'une main posée sur son encolure. Le silence du désert d'Arizona était total, presque surnaturel. Pas un insecte, pas le croassement d'un vautour, seulement le vent brûlant qui poussait le sable entre les roches rouges. Ce silence, Raider le connaissait. C'était le silence de la mort qui rôde. Soudain, il entendit un gémissement faible, presque effacé par le vent. Puis un autre. Il grimpa sur une formation rocheuse et plissa les yeux face au soleil de midi. Ce qu'il vit lui glaça le sang malgré la chaleur écrasante. Un groupe d'une 40aine de personnes avançait difficilement entre les dunes, titubant, tombant, se relevant péniblement. Certains en soutenaient d'autres. Une marche vers la mort. Des Apaches. Raider en avait déjà rencontré, mais jamais dans un état pareil. Brisés, désespérés, à bout de force. Quelque chose d'horrible leur était arrivé. Il devait choisir, poursuivre sa route vers le ranch Miller, où un travail l'attendait, ou descendre de ce rocher et affronter l'inconnu. Il descendit. Lorsqu'il atteignit le groupe, la scène était encore plus terrible. Des enfants aux lèvres sèches et fendillées, des femmes tenant des bébés qui ne pleuraient même plus, signe d'une déshydratation extrême et des anciens au regard vide. Ils n'avaient pas eu d'eau depuis des jours. Un homme s'avança. Grand, robuste malgré l'épuisement, une cicatrice lui traversait la joue et des plumes d'aigle ornaient ses cheveux. Ses yeux brillaient d'intelligence et de dignité. C'était clairement un chef. Il observa Raider sans supplier, mais en évaluant ami ou ennemi, danger ou secours. Raider sortit lentement sa gourde et la lui tendit. Le chef la prit, mais au lieu de boire, il la donna d'abord à une vieille femme, puis à un enfant, puis à un autre. Ce geste seul suffit à indiquer à Raider la nature de cet homme. « Grand ours », dit-il en se désignant. « Raider », répondit le cow-boy. Par gestes et par quelques mots, l'histoire se dévoila. Des soldats, une marche forcée, leur guide mort, 3 semaines perdues en territoire inconnu, l'eau épuisée depuis 2 jours. Raider calcula rapidement. Sa propre réserve pouvait les maintenir quelques heures de plus, pas davantage. Le soir serait fatal aux plus faibles. Alors un souvenir lui revint. Son grand-père Jacob, trappeur légendaire, lui avait parlé d'un endroit sacré, là où l'aigle de pierre étend ses ailes. Quand le soleil est à son zénith et que son ombre pointe vers l'est, disait-il, 50 pas mènent à une source cachée. Raider scruta l'horizon, puis la vit, une formation rocheuse ressemblant exactement à un aigle aux ailes déployées. Il montra la direction. « Oh » dit-il en mimant le geste de boire. Les yeux de Grand Ours s'illuminèrent. Mais un jeune guerrier s'interposa, furieux, accusant Raider de vouloir les tromper. 3 autres le rejoignirent. La tension devint palpable. Grand Ours intervint avec autorité et imposa sa décision, suivre Raider. Le jeune guerrier céda, mais ses yeux promettaient de ne pas le quitter d'une seconde. Raider monta en selle et mena le groupe vers l'aigle de pierre. Le soleil brûlait comme un disque de métal, la poussière collait à la peau, et le silence n'était rompu que par les pas traînants des survivants. L'inquiétude rongeait Raider. Et si la légende n'était qu'une histoire? Derrière lui,
une femme s'effondra. Le jeune guerrier, esprit de tempête, la porta sans hésiter, malgré sa rage. Même les plus forts étaient au bord de l'effondrement. Grand Ours s'approcha, 2 heures, peut-être 3. Après, il n'eut pas besoin de finir. Quand ils atteignirent enfin la base de la formation, le soleil n'était pas encore parfaitement aligné. Il faut attendre, dit Raider. Esprit de tempête, furieux, affirma que c'était un piège. Raider garda son calme, bouger au hasard serait une mort certaine. On devait attendre le bon moment. Les minutes passèrent, lourdes comme des heures. La chaleur était suffocante. Les enfants ne pleuraient plus. Certaines femmes chantaient des prières. Un bébé se mit soudain à convulser, arrachant un cri de désespoir à sa mère. Grand Ours accourut. Les lèvres du nourrisson étaient bleues. Maintenant, hurla Esprit de tempête en accusant Raider d'un geste. La silhouette de l'aigle projetait presque l'ombre parfaite, presque. Ridé tendit sa cante implora, contenant la dernière eau qui lui restait, à Grand Ours, puis humidifia doucement les lèvres de l'enfant, qui finit par tousser et pousser un faible cri. Pour Ridé, c'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu. La mère récupéra son bébé en murmurant des remerciements tandis qu'Esprit de la tempête observait la scène d'un regard difficile à lire. Soudain, Grand Ours pointa du doigt une ombre, celle de l'aigle de pierre, qui s'étirait désormais parfaitement vers l'est. C'était le moment. Ridé suivit la direction de l'ombre et compta les pas, 10, 20, 30, jusqu'à 50. Rien ne semblait apparaître, seulement du sable et quelques rochers. Derrière lui, un murmure s'éleva, et Esprit de la tempête, visiblement mécontent, s'avança. Pourtant Ridé refusa d'abandonner. Il s'agenouilla et dégagea le sable de ses mains jusqu'à sentir une pierre travaillée. Il appela à l'aide. Grand Ours et d'autres le rejoignirent, et ensemble ils mirent au jour un cercle de pierres anciennes. En retirant la dernière, un léger bruit se fit entendre avant que l'eau ne jaillisse lentement, remplissant un petit bassin clair. Le silence tomba, puis la joie éclata. Les familles se précipitèrent vers l'eau, riant, pleurant, remerciant. Ridé s'écarta pour les laisser boire, tremblant de soulagement. Grand Ours posa une main sur son épaule, un geste qui valait 1000 mots, et même Esprit de la tempête semblait moins hostile. 40 vies sauvées, un bon jour de travail, pensa Ridé, sans savoir que l'aventure ne faisait que commencer. 3 jours après la découverte du point d'eau, le camp Apache avait retrouvé vie. Ridé, qui comptait partir au 2e jour, se surprenait à rester. Peut-être à cause des regards reconnaissants, ou des enfants intrigués par cet étranger qui les avait aidés. Alors qu'il préparait son cheval pour enfin partir, un jeune guerrier arriva en courant. Grand Ours te demande. C'est important. Dans la grande tente du chef, décorée de symboles qu'il ne comprenait pas, Ridé fut accueilli par les anciens, par la fumée des herbes et par Esprit de la tempête. Grand Ours le remercia solennellement. Ridé avait sauvé son peuple. Selon leur culture, une dette de vie devait être honorée. Le chef fit un geste et une file de jeunes femmes entra, 22 au total, toutes vêtues de leurs plus beaux habits. Voici les femmes célibataires de notre tribu, dit Grand Ours. Toutes te sont offertes en reconnaissance. Elles pourront être tes épouses, si tu le souhaites. Ridé sentit la tension monter. Parmi elles, une femme attira particulièrement son attention. Ciel étoilé, la fille de Grand Ours, au regard profond et sérieux. Il remarqua aussi Esprit de la tempête, crispé, le regard fixé sur elle. Il l'aimait, c'était évident. Ridé comprit qu'accepter causerait une blessure, mais refuser risquait d'être une offense. Il prit la parole avec prudence. Dans sa culture, expliqua-t-il, un homme n'a qu'une seule épouse, choisie par affection et non par devoir. Le conseil réagit avec surprise. « Tu refuses notre cadeau ?» demanda un ancien. Ridé secoua la tête. Non, il respectait ses femmes, mais ne pouvait accepter une décision aussi lourde sans réflexion. Il demanda du temps. Après un échange en Apache, Grand Ours acquiesça. « Tu as jusqu'au lever du soleil demain. Mais comprends bien ce que représente notre offrande. » Ridé resta immobile un instant après que les femmes eurent quitté la tente, la dernière étant Ciel étoilé, qui s'arrêta sur le seuil pour lui adresser silencieusement quelques mots qu'il comprit immédiatement. « S'il te plaît, non. » Puis elle disparut dans la nuit. Troublé, Ridé sortit à son tour, mais Esprit de tempête l'attrapa par le bras avec une fermeté qui trahissait son agitation. « Si tu lui fais du mal, » murmura-t-il dans un anglais parfait, mais Ridé l'interrompit, « je ne ferai rien. »
Nous devons parler, toi et moi. » Sous les étoiles du désert, une tension palpable les entourait, mais pour la première fois naissait aussi une compréhension fragile. Ils marchèrent en silence jusqu'au bord du camp, où la lumière des feux ne les atteignait presque plus. Là, Esprit de Tempête expliqua qu'il avait appris l'anglais auprès de missionnaires avant que son peuple ne soit chassé de ses terres, et que malgré tout, il n'avait jamais oublié qui il était. Assis sur des rochers, à bonne distance l'un de l'autre, il confia que Ciel étoilé et lui étaient promis depuis l'enfance, leur famille ayant scellé leur union alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. « Elle t'aime » demanda Ridé. « Autant que je l'aime » répondit le guerrier, dont la voix se brisa en évoquant l'honneur de son oncle, plus puissant que ses propres sentiments. Ridé comprit son dilemme, le devoir contre le cœur. « Je ne la prendrai pas, ni elle ni aucune autre » déclara-t-il. Le regard surpris et plein d'espoir d'Esprit de Tempête trahissait son soulagement. Toutefois, Ridé expliqua que le chef exigeait un paiement d'honneur. Si les femmes étaient refusées, une autre forme de réparation devait être donnée. Esprit de Tempête proposa alors une solution respectant leurs traditions, des épreuves permettant de prouver sa valeur. S'il les réussissait, Ridé pourrait présenter une solution personnelle à la dette. S'il échouait, les conséquences seraient plus difficiles. Le jeune guerrier admit aussi qu'il avait changé d'avis en voyant Ridé partager sa dernière eau avec un enfant malade et laisser tout le monde boire avant lui lorsqu'ils trouvèrent une source. Touché par ces actes, il offrit son aide. Ridé accepta et ils scellèrent leur accord d'une poignée de main. Le lendemain, devant le conseil et les 22 femmes réunies, Ridé annonça calmement qu'il ne pouvait accepter plusieurs épouses, non par dédain, mais par honnêteté. Il demanda alors le droit ancien des épreuves. Grand Ours, le chef, accepta. Une course jusqu'au rocher jumeau, la traque du cerf fantôme sans lui faire de mal, et enfin un combat d'endurance contre leur meilleur guerrier qui n'était autre qu'Esprit de Tempête lui-même. Ridé accepta. À midi, la première épreuve commença. La course fut rude. Le cheval d'Esprit de Tempête, plus jeune et plus rapide, prit l'avantage, mais Ridé rattrapa son retard dans les terrains rocheux grâce à l'expérience de sa monture. Au retour, Ridé remarqua que le cheval de son rival boitait légèrement. Il aurait pu gagner, mais choisit de rester à ses côtés pour n'aggraver ni la blessure ni l'humiliation. Ils franchirent la ligne d'arrivée ensemble. Esprit de Tempête annonça alors devant tous que Ridé méritait la victoire pour avoir privilégié l'honneur à la compétition. Le chef valida la première épreuve. Cette nuit-là, Ciel étoilé vint discrètement apporter à Ridé un bol de nourriture chaude afin qu'il garde ses forces pour la prochaine épreuve. Elle lui expliqua que c'était Esprit de Tempête qui lui avait appris l'anglais, convaincu que comprendre les autres rendait plus fort. Assise à bonne distance, elle lui demanda pourquoi il ne s'était pas simplement enfui. Ridé répondit doucement que faire ce qui est juste n'est jamais le chemin le plus facile et que deux personnes qui s'aimaient n'auraient pas dû être séparées. Par tradition, les yeux de Cielo Estrellado, brillants comme un ciel étoilé, se remplirent de larmes retenues. « L'esprit de la tempête t'a parlé, » dit-elle doucement. « Il me l'a dit, et je peux voir dans tes yeux que c'est vrai. Mon père est un homme bon, mais parfois l'honneur l'aveugle. Il croit faire ce qui est juste, payer une dette sacrée, sans voir la douleur qu'il provoque. » Ridé lui promit qu'il finirait par comprendre. « Si je réussis ces épreuves, j'aurai le droit de proposer ma propre solution. » À sa question sur ce qu'il comptait faire, Ridé répondit avec un sourire mystérieux, « Tu le verras. » À l'aube, les couleurs dorées et pourpres illuminèrent le désert. La deuxième épreuve consistait à trouver le légendaire cerf. Fantôme, un animal presque mythique apparaissant et disparaissant comme le vent. Selon l'esprit de la tempête, qu'il avait encore renseigné durant la nuit, la clé n'était pas de poursuivre l'animal, mais de le comprendre. Ce cerf n'était pas un ennemi, mais un esprit mettant à l'épreuve la patience et le respect de la terre. Ridé partit seul avec une simple gourde et un foulard rouge qu'il devait attacher à la corne du cerf sans lui faire le moindre mal. Il suivit des traces qui ne menaient nulle part, sous un soleil écrasant, jusqu'à se rappeler un conseil de son grand-père. Les animaux sauvages ont leurs habitudes eau à l'aube, ombre à midi, pâturage au crépuscule. À midi, il chercha donc l'endroit le plus ombragé et trouva un petit canyon traversé d'un filet d'eau. Caché entre les rochers, il attendit. 2 heures plus tard, le cerf apparut, silencieux comme un souffle. Pelage blanc, marque grise, cornes brillantes au soleil. Ridé resta immobile, puis parla doucement, d'une voix calme et apaisante. Il sortit lentement le foulard rouge, que le vent fit flotter. Le cerf hésita entre la fuite et la curiosité. Pas à pas,
Rié s'approcha sans faire de geste brusque. Lorsque l'animal fut tout près, il renifla la toile, puis inclina légèrement la tête. Rié attacha le foulard à la corne gauche, le cerf le toléra un instant avant de s'éclipser parmi les rochers. Soulagé, Rié revint au camp où les anciens doutèrent de lui jusqu'à ce que les éclaireurs confirment avoir vu le cerf avec le foulard. La nouvelle se répandit. Certains parlaient de magie, d'autres disaient que les esprits favorisaient Rié. 2 épreuves réussies, déclara Grand Ours. Demain, la dernière, l'épreuve de résistance avec l'esprit de la tempête. Le jour suivant, tout le camp forma un large cercle dans le sable. Le combat, sans armes, visait à tester la force et l'endurance plutôt qu'à blesser. Torse nu, les 2 hommes se firent face. « Ne te retiens pas » murmura l'esprit de la tempête. « Cela doit sembler réel. »« Ça le sera » répondit Rié. Au signal de Grand Ours, ils luttèrent longuement sous la chaleur. Échange, prise, effort constant, sans violence excessive mais avec détermination. Après près de 2 heures, ils tombèrent à genoux en même temps, épuisés. L'esprit de la tempête lui tendit la main, et Rié l'accepta. « Égalité » déclara Grand Ours, un large sourire aux lèvres. « Tu as prouvé ta valeur, Rié Montgomery. Tu peux présenter ta solution. » Encore essoufflé, Rié se tourna vers le chef. « Je ne veux pas d'épouse. Je veux quelque chose de plus précieux. Construire ici un poste de commerce, près de la source, où ton peuple pourra échanger artisanat, peau et savoir avec les marchands que j'amènerai. Un lieu de paix et de prospérité. Et je demande que Cielo Estrelado puisse choisir librement son époux. » Le camp murmura. Grand Ours regarda sa fille, debout aux côtés de l'esprit de la tempête, puis soupira avant de sourire. « J'accepte. » Le silence qui suivit l'annonce de Grand Ours fut presque sacré. Cielo Estrelado leva enfin les yeux, et dans son regard brilla quelque chose de nouveau. Un mélange de soulagement, d'espoir et d'incrédulité. L'esprit de la tempête posa doucement une main sur son épaule, comme pour l'assurer que tout irait bien. Rié, encore couvert de poussière et de sueur, sentit son cœur s'alléger pour la première fois depuis le début des épreuves. Grand Ours s'avança jusqu'à lui. De près, Rié pouvait voir les marques du temps, les rides sculptées par la responsabilité et les années passées à guider son peuple. « Tu as fait preuve de courage, de patience et de respect », dit le chef d'une voix profonde. « Beaucoup viennent ici en cherchant à apprendre. Toi, tu es venu en proposant de bâtir. » Il posa une main sur l'épaule de Rié, ce qui était un geste rare venant de lui. « Si ton poste de commerce apporte la paix et l'abondance, alors cette dette d'honneur deviendra une bénédiction. » Le camp tout entier s'activa aussitôt. Certains commencèrent à discuter de l'emplacement idéal pour le futur poste, d'autres apportèrent de l'eau et des couvertures pour les 2 combattants exténués. Des enfants, fascinés, suivaient Rié comme une petite troupe joyeuse. Tout semblait indiquer que le vent avait tourné. Plus tard dans la soirée, alors que le ciel devenait un océan de bleu profond, Rié s'éloigna un moment pour retrouver son calme. C'est là que Cielo Estrelado le rejoignit. Elle se tenait droite, mais ses mains jouaient nerveusement avec les franges de sa tunique. « Tu as changé beaucoup de choses aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Mon père, mon peuple, même l'esprit de la tempête semblait surpris de ta détermination. » Rié esquissa un sourire. « J'ai seulement fait ce que je pensais juste. » Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à comprendre quelque chose de plus profond. « Pourquoi as-tu vraiment demandé ma liberté de choisir? Tu aurais pu prendre ce que tu voulais. La tradition tigrèque autorisait, même si je n'aurais pas accepté. » Rié inspira doucement, observant les étoiles qui scintillaient au-dessus d'eux. « Parce que personne n'a le droit de décider à ta place. Pas même un chef. Et sûrement pas moi. La liberté est plus précieuse que n'importe quelle alliance. » Un silence paisible s'installa entre eux. Cielo Estrelado sembla rassuré, comme si une lourde tension invisible venait de se dissiper. « Demain, reprit-elle, je veux te montrer quelque chose. Un lieu que mon père ne montre qu'à ceux qu'il considère comme des alliés. Il pourra t'aider à bâtir ton poste de commerce, et peut-être plus encore. » Avant que Rié ne puisse répondre, l'esprit de la tempête arriva. Son expression était sérieuse, mais ses yeux brillaient d'une lueur presque amusée. « Tu as déclenché un changement important, Rié Montgomery. Et les changements attirent souvent 2 choses, l'espoir et les ennuis. » Rié fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?
Le guerrier regarda les ombres qui s'étiraient au loin, là où les dunes se confondaient avec la nuit. Une caravane étrangère a été vue à la frontière du désert. Ils ne viennent pas pour commercer. Et si je me trompe, alors les étoiles mentent. Rié sentit un frisson lui parcourir l'échine. La paix qu'il espérait bâtir n'était peut-être qu'un fragile début. Et l'aube qui approchait apportait déjà ses premiers défis. La nuit semblait retenir son souffle. La mention d'une caravane étrangère avait figé l'atmosphère, comme si même le vent du désert voulait entendre la suite. Rié suivit le regard de l'esprit de la tempête vers l'horizon sombre, mais tout n'était que silence et dunes immobiles. « Qui sont-ils » demanda-t-il finalement. Le guerrier croisa les bras. Des hommes venus de la côte et, si les éclaireurs disent vrai. Ils voyagent avec des bêtes de charge lourde et ne prennent pas la peine de cacher leurs traces. Ça signifie qu'ils ne craignent ni nous, ni personne. Cielo Estrelado prit une inspiration anxieuse. Mon père devra être averti. Une présence étrangère aussi profonde dans notre territoire n'est jamais un bon présage. Rié sentit la responsabilité s'abattre sur lui comme un voile. Il venait à peine d'obtenir la confiance du camp et déjà, un nouveau danger pointait. Est-ce lié à la dette d'hier? À ton père? Aux traditions? L'esprit de la tempête secoua la tête. Non, c'est autre chose. Une tension qui couvait depuis longtemps. Les étrangers ont entendu parler du Manancial, la source. Et où il y a de l'eau, il y a convoitise. Rié comprit immédiatement. Un poste de commerce attirait forcément l'attention de voyageurs venus de loin. Certains voudraient échanger, d'autres s'approprier. Alors nous devons les rencontrer, dit-il finalement, avant que les rumeurs ne deviennent des menaces. Le guerrier hocha la tête, appréciant son initiative. Grand Ours décidera au matin. Mais quoi qu'il choisisse, je t'avertis, ces hommes ne sont pas comme les marchands que tu connais. Ils testent la force d'une communauté avant d'accepter sa parole. La perspective n'effraya pas Rié, mais il sentit que cette rencontre n'aurait rien d'anodin. En revenant vers le feu du camp, il remarqua que les anciens discutaient déjà, leurs silhouettes projetant de longues ombres vacillantes sur le sable. Plus tard, lorsqu'il s'étendit pour dormir, Cielo Estrelado s'assit un instant près de lui. Ses traits étaient adoucis par la lumière du feu. « Mon peuple t'a accepté aujourd'hui, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il avec gratitude. Elle baissa la voix, « mais demain, ils verront si tu peux protéger ce que tu veux construire. Le désert respecte ceux qui protègent les leurs, pas ceux qui reculent. » Rié acquiesça sans détourner le regard. « Je ne suis pas venu pour reculer. » Un léger sourire illumina son visage avant qu'elle ne se lève. « Alors repose-toi, Ridé Montgomery. L'aube t'attend. » Et en effet, lorsque le premier rayon doré frappa le camp le lendemain, Grand Ours se tenait déjà au centre du cercle de sable, entouré de guerriers prêts à partir. « Une caravane approche, » déclara-t-il d'une voix calme mais ferme. « Et aujourd'hui, nous allons découvrir si elle vient comme invitée ou comme menace. » Il se tourna vers Rié. « Tu marcheras avec nous. Le futur que tu veux construire commence maintenant. » Ó, eu vou te contar. Você acha que eu já não fiz com o anúncio dela beijando o Araldo? E daí eu peguei essa nuke e fiz assim, eu vou... Cadê essa porra? Eu vou explodir esse caralho, eu vou botar tudo pro Jair nessa porra. Aí a Pituna fez. Não fez, não explode. E daí eu fiz, Eu tô sendo tá humilhada, bom, não vou explodir. Eu tô sendo humilhada. A Nobel beijou o Araldo. Smer, a Nobel beijou o Araldo. É mentira, velho. É mentira. Mano, olha quanta cabeça tá nessa árvore. Eu não beijei metade dessa Cara, eu cabeça, não gosto da Nobel. cara. A partir de hoje eu não gosto mais da Nobel. Pituna, me explica então como foi a história da Nobel beijando o Araldo. Então, na verdade, o que me trouxe a info foi a Mooncase. Ela beijou mesmo. Eu vi. Explica aí. Eu vi. Explica aí Foi aonde, isso mesmo que quando, aconteceu. como? Você falou que tinha tesão no Araldo, ele apareceu aqui, você falou que tinha tesão no Araldo, você foi lá e beijou ele. Fala aí. Meu Aham. Deus. Foi. Aham, Ele tirou a máscara pra você e você foi lá e beijou ele. Foi isso que Deve aconteceu. ser por isso que o meu irmão quer se matar. Deve ser mesmo. A culpa toda é da Nogal. Uai, chama Seu o irmão Ronaldo quer se aqui, matar então, por causa da invoca ele Nogal. aí, pergunta pra ele. Nogal, você quer voar pra longe? Pra ver o Araldo?
Não, mas a desgraça sempre vem até mim, né? Não adianta. Vai lá no cabo, vai no cabo, pelo seu marido. Vai lá no cabo, sua fudida. Tá vendo, Pituna? Não tá dando certo. Nogal, agora Não tá eu dando realmente consigo perceber que você realmente sofre um pouco. Mas ainda assim, isso não lhe dá direito de ficar com choque. Tá, mas entendeu? Entendeu qual que é o problema, Pituna? Você falar qualquer coisa, todo Ela! mundo acredita. Ela Todo sofre! mundo acredita. Ela, Pituna! O nome desse chip seria Maraldo? Nogaldo. Nogaldo. Eu prefiro Gagal. Gagal é legal. Mas você acha que o Gabi tá disposto? Ah, é Ele só pode Nogal cair, dá em cima, dá em cima com efetividade que o Gabi vai. Vai, Nogal, dá em cima com efetividade, vai, eu quero ver. Como é que você daria em cima com efetividade do Gabi Peixe? Eu quero ver. Quero que você use todas as suas cartas na manga. Pra eu ver Mano, você não tem dando em cima do Gabi Como Peixe. seria? Eu tô falando sério agora, é sério, vai! Não tem como, É cara. sério, falando porque todas sério, as vai! Mano, todas as minhas cartas na manga eram usadas, tipo assim, porra, vamos se beijar, tá ligado? Mas aí não tem como eu beijar o vidro. Nossa, Nogal, Como você não? é decepcionante o quão pouco criativa você é. Não, peraí, não tem como beijar o vidro, aí você foi um pouco capacitista também. Ah, cara. Um peixe tem tantas utilidades que um ser humano